Pour décider ce qui constitue une mesure de compensation écologique adaptée, il faut combiner une approche de calcul de son dimensionnement pour s'assurer que les gains sont au moins de la même ampleur que les pertes de biodiversité, ainsi qu'un ensemble de règles fixées par les décideurs politiques et qui déterminent quel type d'échanges sont acceptables. Les règles de compensation sont utiles pour fixer des contraintes chaque fois qu'il est nécessaire qu'une compensation ait certaines caractéristiques, en plus de garantir que le gain soit au moins aussi important que la perte. Ces règles peuvent aussi aider à éviter les substitutions involontaires que nous avons décrites dans la troisième vidéo. Par exemple, elles peuvent aider à éviter une situation où une mesure de compensation avec un gain inférieur à la perte puisse être autorisée uniquement parce que la compensation se situe dans un endroit souhaitable. Au lieu de cela, si la compensation doit être située dans une zone privilégiée, comme un corridor de conservation de biodiversité stratégique, alors il est préférable de fixer cette règle en amont plutôt que de l'inclure dans le calcul de l'ampleur du gain au risque de l'influencer. De même, si on veut éviter d'échanger la perte d'une petite zone d'habitat de haute qualité contre le gain d'une plus grande zone d'habitat de faible qualité, on peut établir une règle selon laquelle le site de compensation doit obtenir un score de qualité au moins aussi élevé que le site d'impact. Une question souvent rencontrée en matière de compensation écologique est de savoir à quelle distance du site d'impact les mesures de compensation doivent se situer. Plus on s'éloigne du site d'impact, plus les habitats et les espèces qui y vivent sont susceptibles d'être différents, et le principe d'équivalence écologique devient donc plus difficile à respecter. De même, compenser la perte d'une espèce très rare dans une région donnée en créant un gain dans une autre région où l'espèce est très commune n'est pas nécessairement un échange souhaitable. Les parties prenantes affectées par la perte de biodiversité due à un projet d'aménagement peuvent ne pas être compensées de manière adéquate si les compensations sont éloignées. Pour ces raisons, les règles de compensation exigent souvent que les compensations écologiques se situent dans la même région, bénéficient à la même population d'espèces ou soient situées à une certaine distance du site impacté. Cependant, plus la zone dans laquelle les échanges peuvent avoir lieu est grande, plus les options de localisation de la compensation peuvent être nombreuses. Ainsi, une règle qui exige que les compensations soient très proches de l'impact peut réduire les options de compensation, augmentant potentiellement le coût de la mesure de compensation si les seuls emplacements de compensation potentiels sont difficiles à obtenir ou à gérer. D'un autre côté, offrir une plus grande flexibilité quant à la localisation géographique de la compensation est susceptible de réduire la similitude entre les sites d'impact et de compensation. Il est donc important de trouver le bon équilibre. Le principe d'équivalence de même nature est la norme en matière de compensation écologique, mais certains programmes de compensation autorisent des compensations ne suivant pas ce principe. Dans ce cas, les pertes d'un élément de biodiversité sont compensées par des gains pour un autre élément de biodiversité. Cela permet une plus grande marge de manœuvre, mais suscite aussi des questions quant au principe d'équivalence. Mesurer un type de biodiversité par rapport à un autre est difficile et nécessite des données quantitatives explicites de la valeur relative de chacun d'entre eux. Autrement dit, une unité ou ratio d'échange pour être transparent quant à la valeur d'un élément de biodiversité par rapport à un autre. Le problème est que lorsqu'on a l'intention de compenser la perte d'un élément de biodiversité donné, c'est généralement parce que l'on a déjà déterminé la valeur de cet élément particulier et qu'on souhaite justement atteindre une absence de perte nette pour celui-ci. Mais s'écarter du principe d'équivalence implique que la recherche d'un compromis plutôt qu'un résultat d'absence de perte nette devient l'objectif visé. Ces actions ne peuvent donc pas être considérées comme des compensations de biodiversité au sens strict. Si une compensation ne respectant pas le principe d'équivalence est considérée comme acceptable, elle doit toujours se faire par une montée en gamme. Cela signifie que les pertes ne peuvent être compensées que par des gains pour un élément de biodiversité plus menacé, plus rare ou plus prioritaire que l'élément qui a subi la perte. Cependant, et en définitive, les décisions jugeant acceptables des compensations ne respectant pas le principe d'équivalence sont nécessairement subjectives. Parfois, notamment lorsque le manque de connaissances sur les éléments de biodiversité visés est important, une perte en biodiversité peut être compensée par une compensation indirecte, par exemple via le financement de suivi et de recherche,
permettant de concevoir des mesures de compensation plus efficaces à l'avenir. Mais il ne s'agit pas à proprement parler d'une compensation écologique si aucun gain mesurable n'est obtenu pour contrebalancer la perte. Le financement de suivi et de recherche est souvent un préalable nécessaire à la conception d'une compensation. Mais si les actions visant à générer un gain de biodiversité ne sont pas aussi réalisées, l'objectif ultime des compensations écologiques, à savoir l'absence de perte nette de biodiversité, ne peut être atteint. En résumé, ce sont les règles d'échange qui déterminent quels types d'échanges sont acceptables. Ces règles comprennent des critères tels que l'état de conservation du site de compensation, qui doit être d'une qualité au moins aussi élevée que celui du site d'impact. Les compensations doivent se situer dans la même région biogéographique que le site d'impact et les gains doivent concerner le même élément de biodiversité que celui qui a été impacté par le projet d'aménagement. Les règles que le décideur établit lors de la conception d'une compensation ou d'une politique de compensation peuvent être les moyens utiles pour garantir que les compensations sont équitables, écologiquement équivalentes et conformes aux attentes de la communauté.